Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Blue & Company, réalisé et scénarisé par John Krasinski, qui nous avait concocté en 2021 le très bon et le très fameux Sans un bruit 2. Il ne sera par ailleurs pas chargé du préquel qui sort de Sans un bruit dans quelques jours seulement au cinéma, puisqu'il s'était plutôt concentré vraisemblablement sur ce film tout public, à la fois pour les enfants et pour les adultes. Un film qui met en avant Ryan Reynolds, qui est un peu présenté comme la star, mine de rien, dans la promotion du film. Promotion qui m'avait plu assez moyennement, mais j'avoue que j'étais un petit peu titillé quand même par cette idée visiblement d'amis imaginaires, et donc la question de passer peut-être de l'âge des enfants et des jeunes à l'âge un petit peu plus mature des adultes et un peu plus ronflant peut-être. Ouh, ça casse, vous avez compris dans quelle équipe je me plaçais. Mais ça m'intéressait vraiment, c'est-à-dire que vraiment je me disais il pouvait y avoir une proposition assez intéressante, surtout que voir justement John Krasinski débarquer un petit peu dans un univers qui n'a pour le coup plus rien à voir avec Sans un bruit, ça peut être justement vraiment assez remarquable et mémorable. Est-ce que ça a été le cas? La grande question. Eh bien pour moi oui, parce que j'ai vraiment énormément apprécié ce film. Pas forcément pour les raisons de la promotion du film, parce que la promotion du film met quand même beaucoup en avant Ryan Reynolds, qui en soi est un acteur qui a joué Deadpool notamment, et c'est un peu maintenant le Deadpool syndrome peut-être, en absence à beaucoup l'associer à ce personnage, et ce qu'il n'arrive plus vraiment aujourd'hui à sortir de cet archétype-là. Moi je trouve quand même qu'avec Free Guy et avec ce film-là en soi, il est quand même dans une sorte de modération de jeu, et il reste quand même, alors certes dynamique, il reste un électron libre un peu de la comédie, mais ce n'est jamais au détriment des films, je dirais. Et là, c'est à nouveau le cas. Je l'ai trouvé particulièrement calme et posé dans le film, mais tout simplement parce que je trouve que c'est un film qui passe surtout par la question de l'émotion, en fait. C'est-à-dire que la carte ici de la tendresse est brandie, et donc, je m'attendais vraiment, honnêtement, avec la promotion du film, à un film un peu plus vulgaire, entre guillemets, pour du Deadpool, pour du Ryan Reynolds. Mais finalement pas du tout, il est assez effacé, et c'est plutôt donc une qualité parce qu'on retient davantage l'actrice principale du film qui s'appelle Cailey Fleming. Alors j'avais déjà vu sa tête quelque part, mais j'en avais marre de ne pas réussir à trouver dans quel rôle je l'avais déjà vu. Elle jouait tout simplement, alors je crois dans Walking Dead, mais moi j'ai pas vu, mais elle jouait surtout pour moi donc la Rey Skywalker, mais jeune dans Star Wars 7 et Star Wars 9. Donc j'ai compris. Et c'est d'ailleurs une actrice qui joue extrêmement bien, même si d'ailleurs je précise que j'ai vu le film en VF parce que il n'y a plus le choix, sinon j'aurais préféré le voir en VO. Mais pour que les performances d'acteurs et d'actrices ici m'aient quand même assez impressionné, que j'ai pu retrouver remarquable en VF, c'est très bon signe. Ça veut dire que si je mets de la VO, on va encore gagner un petit peu en interprétation, mine de rien, vocale pour le coup, et une synchronisation audiovisuelle, donc ça pourrait être encore plus remarquable. Et je cite aussi évidemment par ailleurs Fiona Shaw, qu'on avait vu dans Harry Potter, qui joue la grand-mère de cette petite enfant, qui est donc le personnage principal du film, qui s'appelle Bea, et qui nous est d'ailleurs aussi présenté dans la bande-annonce un peu comme une sorte de Luke Skywalker. Tiens, pas par hasard peut-être, mais aussi un peu dernièrement Paul Atreides, la question de l'élu, et moi j'avais un peu peur de ça parce que j'en ai un peu ras-le-bol en ce moment, personnellement, mais c'est pas du tout l'idée qui est brandie. De toute façon, le film ne brille pas par son scénario, ça c'est un point qui est absolument important d'évacuer tout de suite, c'est-à-dire que c'est un film qui pour moi vraiment est ultra prévisible, ça cherche pas vraiment être hyper intelligent en termes de surprise, honnêtement. Il y a vraiment des passages pour moi du film où tu pourrais te permettre de cutter quelques moments, quelques dialogues qui, déjà, même s'ils n'existaient pas, te permettraient de comprendre très facilement certains personnages, notamment celui de Ryan Reynolds, où je trouve que c'est assez mal fichu, pour le coup. Mais tu passes outre, parce que justement, moi j'ai été ému, particulièrement au début du film, à la fin également, c'est-à-dire que le film part de manière déjà extrêmement intelligente, avec une sorte un petit peu de rétrospective de l'enfance d'une gamine qui connaît des moments très heureux, mais tu vois aussi en toile de fond un parallèle avec tout un côté dramatique qui concerne ses parents, et j'ai trouvé ça extrêmement juste et vraiment assez surprenant pour le coup. Et après, je trouve qu'il y a une force d'identification, pas avec tous les personnages du film, moi personnellement avec le père de la gamine, où vraiment là j'avoue que j'étais assez pris, et je trouve après que la relation entre le père et la fille, c'est vraiment très prenant. Et alors à la fin du film, moi personnellement, je ne vais pas le cacher, j'ai littéralement versé ma larme à plus d'un titre, parce que c'était tout simplement exécuté, mais avec une vraie sincérité, et c'était donc très agréable. Au-delà d'ailleurs d'un vrai parti pris artistique qui m'a beaucoup plu, il y a de vraies idées
artistique dans ce film. Il y a un moment avec des tableaux que j'ai trouvé remarquables, honnêtement. Et en termes de mise en scène, je trouve que le film est vraiment riche en idées, mais constamment en termes de cadrage, je trouve le film assez exceptionnel quand même par moment. C'est-à-dire que ça n'a l'air de rien, mais t'arrives en fait à faire de la mise en scène dans des endroits qui, comme ça, sur le papier, un peu en mode huis clos, tu te dis, bah tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Mais si, il y a quand même un vrai travail dans la spatialité aussi des objets, le placement de la caméra. Je trouvais ça vraiment, vraiment prenant aussi, ça c'était vraiment bien. Et la lumière, le travail de la luminosité dans ce film m'a vraiment époustouflé à plus d'un titre. C'est quand même assez remarquable. Au début, ça se perçoit de manière pas trop ostentatoire. À un moment donné, il y a quand même des passages où clairement bah, tu mets bien en avant, tu vois, l'équipe technique elle met bien en avant que la luminosité, regarde, on l'a bien travaillé. Mais à la fois, si c'est bien fait, bah, tu peux te permettre d'être un petit peu comme ça, bon, un petit peu pas très subtil là pour le coup, et un petit peu être sur tes gros sabots, mais ça montre un peu une sorte de générosité qui est assez prenante. Donc c'est vrai qu'en termes de fil rouge, peut-être que le problème scénaristique aussi, c'est que, certes, comme je l'ai dit, c'est convenu, mais à la fois, tu comprends l'objectif final de tes personnages qui se lancent dans une mission, et je dirais que c'est un peu flou en termes d'enjeu au début, c'est pas expliqué toujours très clairement, mais ça donne une qualité au film, c'est que tu te poses pas trop de questions sur la vraisemblance cohérente, logique, et si on cherche un peu à être cartésien, de la chose. Et ça, c'est plutôt intéressant. En soi, ça m'a beaucoup rappelé Toy Story 4. Toy Story 4, vous avez littéralement, vous le savez, des objets qui parlent, et en l'occurrence là, des jouets. T'as accepté l'idée avec Toy Story 1 à 3. Dans Toy Story 4, tu dois accepter l'idée qu'une gamine, Bonnie, a créé avec des objets inertes une fourchette, et que la fourchette devient un objet et prend vie. Et à la fin de Toy Story 4, attention je spoil Toy Story 4, on se pose la question, mais comment ça se fait que tu existes en réalité ? Problème existentiel, on se pose la question, et là tu te dis waouh, on va s'embarquer dans une réponse qui va être très laborieuse parce que ça va un peu essayer de tout démystifier bizarrement, et la réponse de la fourchette c'est je ne sais pas. Et ça c'est très bien. Je trouve qu'il y a vraiment ce sentiment là en fait, c'est que si tu cherches à trop essayer de rationaliser et de nous démontrer comme c'est un film aussi destiné aux adultes, ce à quoi on pourrait s'attendre, alors ok d'accord, ça veut dire que si tu es à la recherche d'amis imaginaires, ça veut dire qu'il pourrait y en avoir par-ci, par-là, pourquoi ça se passe qu'à New York, et pourquoi, ou je sais pas quelle ville, mais et pourquoi ça se passe pas dans une autre ville, et pourquoi est-ce que c'est un phénomène mondial, lui il sort d'où, elle sort d'où, on se pose pas 10 000 questions, c'est là, c'est comme ça, c'est posé, le décor est planté peut-être un peu longuement au début, mais au moins ça te paraît crédible dans la cohérence de ce monde, et ça m'a vraiment bien plu. Donc c'est un film qui a du cœur, c'est un film vraiment attendrissant, et c'est un film qui, je trouve, gère extrêmement bien à la fois le parti pris d'être destiné aux enfants et aux adultes. Et pour moi, il y a une scène qui illustre très bien cela, c'est une scène au début à l'hôpital, où vous avez le père de la gamine qui est en train de danser un peu, on va dire ça comme ça, avec du matériel hospitalier, qui a donc une connotation un peu dramatique, et là pour le coup il y a quand même toute une charge émotionnelle un peu plus compréhensible pour des adultes, mais il a déguisé cet attirail hospitalier pour faire en sorte qu'on puisse retrouver le visage d'une personne, si vous voulez, c'est une sorte de balai, donc avec des cheveux, ça fait un peu le balai, et vous avez des yeux, une bouche je crois, et c'est aussi donc à destination des enfants. Et je trouve que visuellement et thématiquement, c'est quand même la scène qui illustre le mieux justement cette bonne gestion à mes yeux, du parti pris de faire un film tout simplement tout public. Donc je vous engage, adultes, enfants, grands enfants, éternels d'adultes, éternels enfants, ce que vous voulez, à voir ce film qui est à coup sûr l'un des coups de cœur du moment me concernant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Il ne me reste plus qu'à vous dire, avant de vous dire au revoir, petite précision, donc j'ai vu le film en VF, ça serait bien quand même de sous-titrer les moments écrits qui sont donc en anglais dans le film, parce que je pense que des enfants qui savent lire, mais pas l'anglais, seulement le français, 7-8 ans en gros, pourraient ainsi voir le film sans trop se poser de questions lors des quelques passages écrits. Petite parenthèse refermée, c'est un défaut très minime. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Et vous voulez connaître mon ami imaginaire ? 3, 2, 1... Je suis Brown Bear, l'ami imaginaire de Dimitri.